Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Tondos TV. Dans cet entretien exclusif, je suis avec Madame Carla. Madame Carla, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre entretien exclusif, réservé uniquement sur l'entrepreneuriat. D'abord, pour commencer, parlez-nous de vous brièvement, de votre carrière, de votre parcours et qu'est-ce qui vous a mené dans l'entrepreneuriat. D'accord. C'est très plaisant que vous soyez intéressé sur la thématique de l'entrepreneuriat. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Carla Padou. Je suis coach consultant en pilotage d'entreprise, créatrice de formation pour entreprises et entrepreneurs. Alors, je suis entrepreneur en série depuis maintenant un petit peu plus de 12 ans. Je n'ai quasiment jamais été en salariat et ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat, c'était simplement la flexibilité en termes de temps. En comprenant vos dires, nous constatons que vous êtes ingénieur, vous êtes entrepreneur, coach et cofondatrice de GMKC Learning. Comment arrivez-vous à conjuguer tous ces rôles-là, à gérer tous ces rôles en même temps? En tant que personne, comment est-ce que vous arrivez à engendrer tous ces rôles-là en vous? Déjà, je suis ingénieur de formation. Donc, c'est ce que j'ai fait à l'université, c'est ce que j'ai appris. Ensuite, je me suis tournée vers l'administration des affaires et j'ai une forte passion pour la transmission. Ce qui fait que je me suis après lancée dans les différentes formes de transmission qui sont la formation, le coaching ou le consulting. Intéressant. Et vous avez cofondé GMKC Learning. Exactement. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous proposez exactement chez GMKC Learning? GMKC Learning est un centre de formation continue. Ça veut dire qu'on s'attaque aux problématiques des professionnels en exercice, qui peuvent se retrouver en situation de reconversion, qui peuvent se retrouver promus et qui ont besoin d'avoir un apport de compétences qui n'est pas nécessairement couvert par l'enseignement de base. Alors, ce que l'on va proposer, on propose déjà un laboratoire de langue pour apprendre l'anglais, mais l'anglais vraiment pour communiquer et pas quelque chose de purement académique. On va proposer dans le département d'ingénierie pédagogique, on va proposer des ateliers sur mesure, des ateliers conçus en fonction des problématiques que l'on va rencontrer. Par exemple, on a conçu l'atelier devenir manager. On a conçu les ateliers en gestion de projet classique, gestion de projet agile. On a conçu des formations en commercial agile. Quels que soient les besoins que l'on rencontre, on va concevoir une formation qui est 100% adaptée au milieu et aux problématiques rencontrées. Ensuite, on est un centre de certification, donc le seul centre de certification de tout le bassin du Congo pour tout ce qui tourne autour de l'agilité, donc Scrum Master, leadership agile et en tout cas tout ce qui tourne autour de l'agilité, donc leadership agile, coaching agile. Et notre dernier secteur d'activité, c'est les accompagnements au niveau de GMKC Learning. Là, les accompagnements peuvent être individuels, donc c'est du consulting, soit on peut venir à l'heure, discuter un petit peu de ces problématiques, ou on va faire un accompagnement par exemple sur le mois pour pouvoir traiter une problématique. Par exemple, pour quelqu'un qui vient de prendre un poste de management, ou bien qui est manager et qui rencontre par exemple des résistances face à l'application de la stratégie qu'il a mis en place, on va l'aider en fait à faire sauter ces différentes résistances ou ces différentes problématiques. Et ce n'est pas forcément uniquement du management, il peut y avoir par exemple du management, il peut y avoir de la gestion des théories en organisation, il peut y avoir de la communication, il peut y avoir tout un tas d'éléments que l'on va designer rien que pour cette personne. Wow. Oui, c'est très intéressant ce que vous proposez. Et nous constatons également l'avancée de ce genre de centres partout en Afrique. Mais qu'est-ce que vos formations se différencient-elles des autres? En quoi nos formations se différencient? Telles des autres. Vos formations que vous proposez chez GMKC Learning se différent-elles des autres centres de formation? Mais déjà, notre cœur de métier, ce n'est pas en tant que telle la formation, c'est l'amélioration des compétences. C'est l'amélioration des compétences aussi bien organisationnelles qu'individuelles.
C'est-à-dire que nous, quand on vient vers vous, il ne s'agit pas de vous vendre de la formation pour vendre de la formation. Si vous n'avez pas de problème, venez pas en formation chez nous. Nous venons pour régler les problèmes. Et c'est là où on se différencie. Parce que l'on veut qu'après passer par chez nous, vous ayez fait un levier, vous ayez fait un pas en avant. On a à voir, par exemple, on a déjà eu de très bons retours positifs. On a eu quelqu'un dans une très grande institution de la place qui, après avoir fait, on n'a même pas fait le programme complet, on a fait 3 semaines de programme, qui est venu simplement nous dire merci. Merci parce qu'aujourd'hui, je me sens prêt, je me sens manager, mes problèmes sont réglés. Il n'a même pas terminé. Il a payé la totalité, mais il n'a pas terminé la formation. Ou plutôt lui, c'était un accompagnement. Donc nous, on se différencie dedans. Et surtout, l'autre élément, c'est qu'on apporte le concept d'agilité. Tout ce que nous faisons est teinté d'agilité. Qui dit agilité dit empirisme, dit factuel, dit problème réel. Et mindset totalement différent. Vous proposez également l'accompagnement. Et dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes ou aux gens qui hésitent de se lancer dans l'entrepreneuriat? De continuer à hésiter. Je leur conseille de continuer à hésiter parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Il faut hésiter et il ne faut pas se lancer pour des raisons pécuniaires. Il faut bien comprendre que l'entrepreneuriat, c'est, pour paraphraser un petit peu tout ce que l'on fait dans les Marvel, c'est que vous avez une seule pièce. Un côté, c'est être salarié, l'autre côté, c'est être entrepreneur. Au total, chacun des deux côtés va avoir des côtés positifs et des côtés négatifs. Le côté positif du salariat, c'est que la responsabilité de vous payer est transférée à quelqu'un d'autre. Le 25, vous attendez votre salaire. Vous vendez vos services contre de l'argent. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez aller chercher les moyens de vous payer. Donc, la responsabilité de votre paiement dépend de vous. Mais au total, je ne dis pas que l'entrepreneuriat a de mauvais côtés. C'est une question d'adéquation et de style de vie. J'aime pouvoir, par exemple, bénéficier de mon temps à ma guise. J'aime pouvoir décider, bon, aujourd'hui, je vais dans un pays sans avoir à demander l'autorisation. Je vais préférer être entrepreneur ou freelance, par exemple. Quelles que soient les formes d'entrepreneuriat que l'on choisit. Je vais préférer être entrepreneur. Mais si je suis OK de troquer un petit peu de mon temps pour avoir une certaine stabilité, je vais préférer être salarié. Alors, hésiter, oui, hésiter, parce qu'il faut faire une introspection. Il faut savoir exactement ce que l'on veut, ce que l'on est, ce qui nous correspond individuellement avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas une affaire de « je veux être riche ». On peut très bien être riche et être salarié. Vous prenez, je ne sais pas, Mourinho, l'entraîneur de foot. À ce que je sache, il est salarié. Effectivement. Et il est millionnaire. N'est-ce pas? Oui. Donc on peut très bien être super riche en étant salarié. C'est 100% possible. Vous prenez, je ne sais pas, le directeur informatique du groupe Microsoft, je peux vous assurer qu'il est millionnaire. Oui. N'est-ce pas? Effectivement. Donc on peut être salarié et être millionnaire. Oui. Ça, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut être entrepreneur pour être riche. C'est pas vrai. On peut être salarié et être millionnaire. Effectivement. N'est-ce pas? Quelqu'un qui, dans notre environnement en Afrique, gagne plus d'1 million de francs CFA est millionnaire. Oui. N'est-ce pas? Effectivement. Voilà. Donc, on peut être salarié et être millionnaire. C'est plus, qu'est-ce que je suis prêt à troquer? Est-ce que je veux être au bureau à 7h30 les matins tous les jours? Est-ce que je suis prête à troquer cela pour avoir la stabilité de mon salaire? Ou est-ce que je suis prête à supporter l'instabilité de l'entrepreneuriat? C'est plutôt ça. Parce que l'entrepreneur, surtout quand il démarre, il ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir des sous. Il ne sait pas quand est-ce qu'il pourra se payer un salaire. Ça peut ne pas être le 25, il peut faire 2 mois, 3 mois sans salaire. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'instabilité? Donc oui, ça demande introspection. Quelqu'un qui veut se lancer doit réfléchir à lui-même, ce qu'il veut dans la vie en tant qu'être humain, avant de se lancer. Et une fois qu'il a décidé, il se lance. Merci madame. En vous entendant parler, nous constatons que pour être entrepreneur, il faudrait faire beaucoup de sacrifices. Mais selon vous,
quelles sont les 3 qualités indispensables pour être entrepreneur aujourd'hui? Résilience, parce qu'il faut Résilience. pouvoir. La résilience, c'est la première qualité, à mon avis, qu'un entrepreneur doit avoir, parce qu'il faut pouvoir tomber et se relever. Deuxièmement, c'est l'ouverture d'esprit. C'est vrai que l'on planifie les choses d'une certaine façon et ça ne se passe pas toujours comme ce que l'on a décidé. Alors il va avoir suffisamment d'ouverture d'esprit pour pouvoir aller chercher ailleurs et pouvoir accepter même ce qu'on ne pensait pas qui pouvait marcher. Et la troisième, c'est le courage. Le courage. Il faut être courageux pour être entrepreneur. Si vous avez peur de tout, si vous avez peur de prendre des risques, si vous avez peur de vous faire mal, vous n'irez pas bien loin. En tout cas, vous avez tout dit, parce qu'aujourd'hui, là, nous constatons que la plupart des entrepreneurs sont impatients de pouvoir gagner quelque chose. Et en parcourant un peu votre biographie, nous avons compris que vous revenez du Gabon. Et nous avons une petite question. Quel est le bilan de l'entrepreneuriat au Gabon, selon vous? Alors, je pense qu'en termes d'entrepreneuriat, le Gabon a eu une période de très grands hommes d'affaires. Vous avez le Gabon qui a produit quand même BGFI, qui n'est pas une petite entreprise. Non. Et il y en a tout un certain nombre, certains qui sont restés au niveau local et d'autres qui se sont internationalisés. Maintenant, la nouvelle génération est en train de redécouvrir l'entrepreneuriat parce qu'entre-temps, on a eu la vague du salariat qui s'est un peu plus installée. Et aujourd'hui, on est en train de redécouvrir l'entrepreneuriat, on est en train de réapprendre à se battre. Et ce qui fait que pour tout un chacun, ça peut être encore un peu nouveau. Voilà. Oui. Au niveau de l'entrepreneuriat, presque tous les pays de l'Afrique noire ou Afrique subsaharienne rencontrent les mêmes difficultés. Mais selon vous, quelles sont les difficultés que les entrepreneurs rencontrent au Gabon? Parce qu'il y a parmi les points en commun, il y a toujours des particularités. Et selon vous, quelles sont ces particularités-là? Eh bien, c'est dans la tête. C'est ce que je dis, c'est pour ça que je recommande la résilience, parce que l'entrepreneur se dit « ouais, non, tout va marcher sur des roulettes ». Et c'est quelque part nécessaire de pouvoir se booster, parce que sinon, on n'a pas de motivation à se lever le matin. Mais il faut aller au-delà de ça, parce que rien ne se passe la plupart du temps comme ce que l'on a prévu, et pouvoir l'accepter. Alors, la plus grande difficulté, c'est dans la tête. C'est de se dire « ok, ça n'a pas été comme je voulais, je continue quand même. Je fonctionne différemment. » J'améliore, je change, je transforme. C'est vraiment encore dans la tête. C'est vrai que après être entrepreneur, être un entrepreneur compétent, on va dire que ça s'apprend. Ça s'apprend en termes de compétences managériales, ça s'apprend en termes de compétences financières, mais ça commence dans la tête. Ça commence dans la tête. Vous êtes coach et nous constatons que la plupart de nos politiques, que ce soit des États, se centrent beaucoup plus sur les salariats, la fonction publique. Et comment est-ce que vous pouvez, quel message pouvez-vous adresser aux chefs d'État ou aux autorités de nos pays pour améliorer le climat des affaires, plus particulièrement au Gabon? Déjà, je pense que nos États font déjà des efforts. Depuis que ce soit au Congo ici ou bien au Gabon, actuellement, on est plus en train de promouvoir l'entrepreneuriat. Quels que soient les pays, on promouvoit l'entrepreneuriat. Il y a 2 ans, c'était l'année de l'entrepreneuriat à Brazzaville et ça l'est toujours, il me semble. C'est la même chose au Gabon. On promeut l'entrepreneuriat parce que nos politiques ont compris qu'on ne pourra pas faire avancer la nation s'il n'y a pas d'entreprise. Elles ont très bien compris que la fonction publique ne peut pas absorber tous les emplois. Et je pense que c'est pour ça qu'elles sont en train de promouvoir l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plus loin, qu'elles doivent aller plus loin en étant plus ouvertes d'esprit dans la prise de risque. Miser sur des jeunes pousses, miser sur des entreprises qui ont l'air fragiles,
miser sur le développement de compétences, tout en respectant et en gardant leur rôle régalien, qui est de promouvoir un aspect social. Et sincèrement, et c'est quelque chose pour moi que je le dis souvent, il faut un salaire minimum à un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, au final, travaille pour la nation. Effectivement. Il va mettre en place une entreprise, il prend des risques, il prend sur sa vie, il prend sur son temps pour mettre en place une entreprise, et cette entreprise va employer, créer de l'emploi. Cette entreprise va générer des bénéfices qui vont enrichir les caisses de l'État. Effectivement. Mais la prise de risque en compensation n'arrête pas le fait que l'on vit. N'est-ce pas? Oui, oui. Vous êtes 5 ans sur un projet, c'est 5 ans de vie qui sont passés. Ces 5 ans de vie, vous ne les retrouverez pas. Non, non. Ces 5 ans où vous auriez pu, par exemple, avoir un enfant, avoir un domicile, et que vous avez peut-être sacrifié pour être entrepreneur. Alors, avoir un salaire minimum ou une subvention minimale, ce serait déjà un début. Je vous donne par exemple un exemple. Il n'y a pas de statut entrepreneur à la CNSS. Est-ce qu'un entrepreneur n'a pas le droit de prendre une retraite? C'est vrai que, mais il peut arriver qu'il soit malade, Oui. il peut être fatigué. Pourquoi on n'a pas un statut entrepreneur à la CNSS? Bon, on va ouvrir des entreprises et puis on se met salarié de nos entreprises. Ok? C'est tout ce qu'on peut faire, mais le statut entrepreneur, qu'est-ce qui nous repaye notre prise de risque et notre souffrance? Je ne sais pas. Là, il faudrait peut-être y penser. Il faudrait améliorer les environnements avec faire des lois, c'est bien. Chaque pays, que ce soit le Congo ou le Gabon, a fait des efforts en matière de fiscalité, mais ce n'est pas tout. On a besoin de technopoles. On a besoin de coworking space. On a besoin de statuts particuliers qui nous permettent, par exemple, d'ouvrir des comptes bancaires avec facilité en attendant que la situation se stabilise. On a besoin de faire des paiements plus rapidement. La vie d'un entrepreneur, ne peut pas souvent se permettre d'attendre 3 jours d'être réglé avec un chèque ou avec un virement bancaire. Il ne peut pas se permettre 3 jours. Non, non, non. On veut être bancarisé. Est-ce qu'on peut se le permettre? Vraiment. Oui, là vous avez presque cité ce qu'il faut, mais d'une manière explicite. Qu'est-ce que nos États peuvent faire aujourd'hui là pour rendre une vie un peu facile aux entrepreneurs? Les technopoles, nous créer des technopoles, des centres d'innovation, des endroits où on peut aller travailler en se disant ok, la première charge d'un entrepreneur, c'est le loyer. Oui. Si on a des locaux déjà pour démarrer, ça fait pas de loyer. C'est-à-dire que cet argent du loyer, par exemple, peut devenir un salaire. Oui. Si on a une subvention dans les autres pays, les pays européens, il y a des subventions aux entrepreneurs. N'est-ce pas? Effectivement. Vous êtes entrepreneur, vous êtes déclaré comme entrepreneur. À la fin de l'année, on vous verse une subvention parce que vous êtes entrepreneur et que vous luttez pour le pays. On peut avoir ce même système, même si ce n'est qu'au démarrage que symbolique, ce sera toujours mieux que rien. Merci pour cet éclaircissement. Nous avons constaté que vous avez un podcast. Oui. Effectivement. Pouvez-vous nous parler de votre podcast et qu'est-ce que vous visez à travers ce podcast? Oh, alors mon podcast Les Aventures de l'entrepreneur vise à donner, c'est un podcast déjà qui est pédagogique et il vise à donner en fait des astuces et des solutions dans des micro-capsules sur pour éviter les erreurs communes des entrepreneurs. Vous voulez vous lancer, vous voulez mettre en place une marque, d'accord, mais est-ce qu'on vous a expliqué que mettre une marque en place, ça vous prendra 10 ans? Est-ce que vous avez les moyens de survivre pendant 10 ans? Je ne sais pas. Ça peut prendre moins de temps, mais c'est des réalités. Construire une marque, ça prend du temps. Vous voulez vous lancer, est-ce que vous avez bien déterminé votre seuil de rentabilité? Parce qu'on va souvent se dire, je vais vendre tant, moins. Ensuite, il y a tout ce qui tourne autour des cours variables et tout ce qui tourne autour des coûts fixes. Ensuite, vous décidez, non, je vais faire ci, je vais faire ça, mais quelle est votre capacité de production maximale? Vous êtes seul ou peut-être avec 1 ou 2 personnes et recruter, ça prend du temps, ça coûte de l'argent.
avec ce que vous avez actuellement, quelle est la capacité que vous pouvez faire. Donc, dans ce podcast, je vais donner des tips et des astuces sur que faire, comment recruter par exemple, quand on est entrepreneur. Je vais donner des astuces sur comment rédiger une fiche de poste quand on est entrepreneur et ce sur quoi il faut mettre l'accent plutôt que de faire quelque chose qui est hyper centré parce qu'on doit être innovant par rapport à nos difficultés. Et parlant de l'innovation, qu'est-ce que vous prévoyez pour votre podcast, pour son développement? Est-ce que ça doit rester local? Est-ce que vous prévoyez de l'internationaliser? Alors, théoriquement, dès que l'on met quelque chose sur Internet, il n'est pas local. Oui, c'est ça. Il n'est pas local. Alors, mon podcast est actuellement sur Apple Podcast, il est sur Spotify, il est sur Deezer, il est sur YouTube. Donc, par principe, il n'est pas local. Ensuite, mes audiences sur les plateformes purement podcast sont plutôt concentrées en Amérique du Nord. Donc, j'ai beaucoup plus d'audience sur Apple, sur Spotify et Deezer en Amérique, donc au Canada et aux États-Unis, mais je ne sais pas pourquoi exactement. J'ai une très forte audience sur YouTube en France. Donc, ça, c'est la France. Le deuxième pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et le troisième, c'est le Sénégal. Donc, local, je ne sais pas si c'est local, mais les audiences disent que non. Non, et la langue principale de votre podcast, c'est le français? C'est le français. D'accord. Et nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Et pour conclure, quel est le message que vous pouvez donner aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer ou à tous ces jeunes-là qui aimeraient vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui hésitent encore, qui se posent des questions? En tant que coach, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour votre mot de clôture? Je dirais qu'il faut qu'ils se fassent encadrer, qu'ils se fassent accompagner. On n'est plus à l'idée, on n'est plus au jour où on va dire oui, on va voler mon idée, etc. Les mêmes idées fusent dans les têtes de tout le monde. Mais la manière dont on se fait accompagner va faire changer les choses. Je vous donne par exemple un exemple avec ce qui s'est passé il y a quelques années entre Microsoft et Apple. Bill Gates et Steve Jobs étaient amis. Ils ont développé les deux solutions dans le garage de Bill Gates. D'accord? L'un d'eux est devenu multimillionnaire et l'autre est devenu ça battait un peu de l'aile. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux? Puisque tous les deux ont vendu un système d'exploitation. Ce qui a fait la différence, c'est comment est-ce que Bill Gates s'est entouré. Chez qui il s'est conseillé, qui l'a aidé à propulser son business. Conseiller financier, conseiller en management, leadership, juridique. Et à contrario de ce que Steve Jobs a fait, où tout le monde sait, c'est des notoriétés publiques, c'est ce qu'il a toujours eu, et à son âme, un leadership hyper autoritaire et autocratique. C'est lui et lui. Donc du coup, si vous voulez vraiment avancer, vous lancer, il faut se faire correctement entourer. Il ne faut pas cracher sur les programmes de coaching, il ne faut pas cracher sur les programmes de mentorat. Il faut trouver une communauté dans laquelle vous vous sentez à l'aise, d'autres entrepreneurs ou même de salariés avec qui vous pourrez discuter de tout et de rien, de vos problématiques et de ce que vous rencontrez afin de créer ce petit déclic qui va faire que vous allez trouver des solutions. Si vous restez dans votre coin à peaufiner votre petite idée en vous disant que ça va aller tout seul, ça n'ira nulle part. Parce que vous vivez dans un monde, vous vivez dans un pays qui lui-même est dans un monde, dans un continent. Donc, il faut s'ouvrir. Vous avez compris, Madame Carla. Et si vous avez suivi avec attention son intervention, vous trouverez votre voie. Merci Madame Carla pour cette interview. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous et nous espérons vous recevoir très bientôt sur notre podcast. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Suivez vos rêves car ils connaissent les chemins.